nous sommes le lundi 24 mars 2014. Bienvenue à cette principale édition de 20h. Tout de suite, les titres. Le virus Ebola fait plus de 50 morts en Guinée-Conakry. Au Sénégal, des dispositions sont prises pour parer à toute menace d'épidémie. Dans ce journal, plus de détails sur la maladie mortelle, pas très connue des Sénégalais. 60% des constructions dans Dakar et sa banlieue ne sont pas autorisées. Ce sont les résultats de l'opération Une semaine, un arrondissement. À la direction de la surveillance et du contrôle des sols, on veut en finir avec ces mauvaises pratiques. Vous en saurez plus au cours de cette édition. Glacis, c'est le nom d'un projet d'action contre la cybercriminalité. Il a été lancé ce lundi lors d'une conférence internationale présidée par le chef de l'État. Il a pour objectif d'harmoniser les efforts de lutte contre les menaces cybercriminelles. Et puis, le focus du jour s'intéresse au monde de la lutte. Licence des lutteurs, cachets exorbitants et ponction des salaires. Plus que quelques minutes pour faire le point sur ce sport qui suscite moins d'engouement auprès des annonceurs. Voilà, mesdames et messieurs, le sommaire de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Ravie de te retrouver. C'est parti donc pour 30 minutes d'information tout près de chez nous en Guinée-Conakry. La fièvre Ebola a fait pas moins de 50 morts. Une situation inquiétante pour le Sénégal avec la proximité des frontières guinéennes. Et même si l'épidémie frappe aux portes de chez nous, la plupart de nos concitoyens ignorent l'existence de la maladie. Aminata Mbaresso et Mohamed Dia. Fièvre Ebola, moi comme bon, c'est une maladie qui, à mon niveau, qui m'est inconnue. La fièvre Ebola, ils en connaissent peu. Et pourtant, l'épidémie fait des ravages chez nos voisins de la Guinée-Conakry. Oui, comme je suis sénégalais, bon, au courant, ok, mais ce qu'on demande à Dieu, c'est que cette fièvre-là n'arrive pas au Sénégal. Wow, que ça s'arrête de l'autre côté. Même les Guinéens, je ne leur souhaite pas cela, parce que la maladie, c'est Dieu. Une des premières dispositions à prendre, c'est d'accentuer les contrôles aux frontières, que toute personne qui entre dans le territoire sénégalais soit soumise à un contrôle médical. Ceux qui ont eu déjà écho de la fièvre Ebola proposent une sensibilisation sur la maladie. Et on doit informer tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont comme moi aussi, peut-être qu'ils l'ignorent, mais on doit les sensibiliser comme on fait avec les autres maladies. On n'a qu'à prendre notre précaution. Parce que presque Sénégal et Guinée, c'est la même chose. Tous les jours, les gens partent, viennent, les frontières, on n'a qu'à prendre notre précaution. La fièvre Ebola est apparue en Guinée-Conakry. En un laps de temps, elle a fait plus de 50 morts. Et contrairement aux Sénégalais que nous venons de voir dans ce reportage qui ne semble pas réaliser les dangers de l'épidémie, les Guinéens installés à Dakar, eux, s'inquiètent. Au garage Diaoubé Conakry de Khariala, ils sont nombreux à solliciter une surveillance accrue des frontières. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Ce transporteur se rend chaque semaine à Conakry, la capitale guinéenne. La fièvre Ebola l'inquiète beaucoup. Je viens de me sucrer quoi. J'ai peur quoi. L'épidémie a occasionné ces derniers jours des dizaines de morts à Conakry. La surveillance des frontières s'impose. En tout cas, les frontières, ils doivent normalement surveiller quoi, et puis contrôler les gens. Parce que bon, pour les maladies là, c'est grave, c'est pas normal. Sinon, parce que si ça contamine, c'est pas bon aussi. Pour accentuer la prévention, les transporteurs qui rallient Dakar-Guinée pensent déjà à un vaccin. À mon avis, il faut mettre en place un système de surveillance dans les frontières. Vaccination. Parce que après tout, si tu quittes ici pour aller à Guinée, tu dois partir en hôpital. Les médecins ils vont te voir si tu n'es pas une malade. Après la diarrhée rouge ou Ebola, le paludisme et la fièvre jaune font également des ravages à Conakry. La sensibilisation, dernier rempart des autorités guinéennes et des pays frontaliers.
Nous restons dans les domaines de la santé avec cette fois-ci la vaccination, un outil incontournable dans la prévention des maladies, mais dont l'usage fait encore défaut dans certaines communautés en Afrique. Ce lundi, une conférence internationale a réuni érudits et professionnels de la santé dans le but d'élaborer des stratégies de support aux efforts de vaccination. À l'issue de ce sommet, un projet de déclaration a été validé. Aïssatou Païfal nous donne les détails. La vaccination, un des moyens efficaces pour lutter contre les maladies infantiles. Dès lors, une nouvelle approche s'impose pour accentuer la prévention, l'implication des religieux. Notre politique de santé met l'accent sur la prévention. Prévention basée sur l'évidence que la vaccination est l'une des interventions les plus sûres et les plus rentables, ce qui justifie sa grande efficacité par rapport à son coût. Les éminentes personnalités religieuses qui ont pris la parole ont montré la place que l'islam a donnée à la prévention. Il s'agit aussi de lever les barrières, notamment les réticences constatées chez certaines communautés. Certains pays, dans certaines communautés musulmanes, il y avait des réticences par rapport à ces vaccinations. Ces réticences empêchent d'atteindre cet objectif puisque les agents infectieux n'ont pas de frontières. Donc si un pays fait des efforts et qu'un autre pays ne le fait pas, on va se retrouver dans un cercle vicieux. Serigne Abdul Aziz Al Amin de saluer ce partenariat. Selon lui, c'est une occasion de mettre en exergue le lien entre la foi et la santé. Foi et santé vont de pair. Ce partenariat va éveiller les consciences afin de faire adhérer les populations à cette politique de prévention. La première conférence internationale sur les religions et les vaccinations, un espoir pour l'État dans l'éradication de certaines maladies infantiles évitables. Les enfants à l'école et pas dans les rues, c'est le vœu formulé par le comité intersyndical de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Et ce lundi, c'est tout un programme qui a été concocté par ce comité. Rêve d'Omar, le nom du programme en question, compte bien redonner à l'enfant la joie d'en être un Déawabey. Le comité intersyndical de lutte contre les pires formes de travail des enfants lance le concept dénommé Rêve d'Omar pour lutter contre ce phénomène. Le Rêve d'Omar, c'est tout simplement un exemple. C'est un exemple de coalition, comme d'autres coalitions similaires qui sont en Afrique et dans le monde. Ce que nous cherchons par Rêve d'Omar, c'est tout simplement un exemple qui a été vécu au Maroc par un jeune qui travaillait dans les tanneries et qui a eu des difficultés, aussi bien dans sa santé, parce que ses poumons étaient affectés, sa peau, que dans son physique, etc. Alors, nous avons 500 Omars ici au Sénégal, dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans la pêche, etc. Pour les différents acteurs, toutes les conditions doivent être réunies pour préserver la santé des enfants. La mise en place de la coalition a principalement pour objectif de réunir l'ensemble des acteurs de lutte contre le travail des enfants pour les amener à une synergie d'action, à une planification commune pour une meilleure efficacité des interventions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons procéder à la mise en place de cette coalition pour d'abord partager les thèmes de référence de ce cadre, mais également approfondir les stratégies communes qui doivent constituer le socle de toute activité allant dans ce sens. Tous sont convaincus que la place de cette couche vulnérable n'est pas dans les rues, mais plutôt dans les écoles. Glacis, c'est le nom d'un projet d'action globale sur la cybercriminalité. Il a été lancé ce projet ce matin lors d'une conférence internationale en présence du chef de l'État. La rencontre avait pour objectif d'harmoniser les efforts des différents participants afin de mieux lutter contre les menaces cybercriminelles. La Convention de Budapest, un modèle de lutte contre la cybercriminalité dans le monde, va inspirer les initiateurs de ce projet. Plus de 3 millions d'euros
ont déjà été injectés par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne pour lui permettre de voir le jour. Daoudasso et Modou Diop. Mutualiser les efforts sur le plan international pour lutter plus efficacement contre la cybercriminalité, un des objectifs de cette conférence internationale, des politiques et stratégies mises en place conformément à la Convention de Budapest. Les mécanismes traditionnels de répression sont souvent sans effet face à la complexité de la cybercriminalité. Tous les pays n'ont pas une capacité technique équivalente, une préparation et un cadre légal pour faire face aux crimes informatiques et autres cybermenaces. Pour le ministre de l'Intérieur, le Sénégal a déjà pris les devants dans le cadre de cette lutte, d'où le choix porté sur le Sénégal parmi les 5 pays prioritaires. L'engagement des pouvoirs publics dans la croisade contre les actions criminelles s'est traduit en outre par la mise en place effective de la Commission des données personnelles. D'ailleurs, à la faveur de la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, le Sénégal envisage de consolider son dispositif pénal de lutte contre la cybercriminalité. Les autorités sénégalaises vont même plus loin dans la lutte. Elles comptent adhérer à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité et mettre sur pied un centre national de cybersécurité. Cette structure aura notamment pour mission la prévention, la formation des acteurs, la sensibilisation des populations sur les dangers de la cybercriminalité. Le futur Centre national de cybersécurité constituera la cheville ouvrière de la politique de gouvernance et de cybercriminalité au Sénégal. Le projet GLOSI, Action globale sur la cybercriminalité, va durer 3 ans, 3 années pour permettre aux autorités judiciaires pénales de s'engager dans la coopération internationale en matière de cybercriminalité et de preuves électroniques. 60% des constructions à Dakar ne sont pas autorisées. Ce sont les résultats de l'opération dénommée Une semaine, un arrondissement. L'opération en question a été conjointement menée par la direction de la surveillance et du contrôle des sols et l'inspection générale des bâtiments. La DESCOS et l'IGB comptent veiller au strict respect des normes de construction et prévoient de sanctionner les désobéissants. Chérif Dia, Tierno Laurent Mendy. Les chiffres sont effarants. 118 des 191 chantiers visités par la DESCOS et l'inspection générale des bâtiments ne sont pas autorisés. C'est un bilan partiel qui porte sur 4 communes d'arrondissement, Ngor Almadi, Anne Bel-Air, Grand Dakar, les Parcelles Assainies et la Corniche. Cela veut dire que sur 10 chantiers que vous verrez au niveau de Dakar, pratiquement les 6 ne sont pas autorisés. Un des arguments avancés par les constructeurs, les lenteurs notées dans la délivrance des autorisations de construire et le coût élevé des taxes municipales. Il va vous prendre un récépissé de dépôt pour vous dire que j'ai déjà déposé mon autorisation, mais que depuis 2 mois, 3 mois, j'attends, je n'ai rien reçu. Et donc là, c'est le problème, effectivement, de la lenteur dans les délivrances, dans la délivrance des autorisations de construire qui est évoquée. L'IGB et la DESCOS brandissent les sanctions prévues par le Code de la construction en cas de non-respect des normes de construction. Depuis l'adoption du Code de la construction, obligation est faite à tout constructeur qui, par exemple, réalise un immeuble supérieur à S+2, d'abord de disposer de plans de béton armé approuvés par un bureau de contrôle. Mais même mieux, le Code fait obligation aux constructeurs de signer un contrat avec le bureau de contrôle pour qu'il l'accompagne, n'est-ce pas, dans le suivi de la mise en œuvre des plans. Et nous avons noté que au moins plus de 60% des immeubles que nous avons visités au cours de nos opérations récemment n'avaient pas respecté ces dispositions. Le numéro vert du ministère de l'Urbanisme a permis de recueillir quelques 1068 plaintes pour occupation illégale de terrain. Ainsi, 1482 arrêts de travaux ont été livrés. On parle de tout à fait autre chose à présent, de la mairie de Dakar qui s'en va en guerre contre les occupants anarchiques. Après les marchands de Sandaga, c'est au tour de ceux des allées du centenaire de débarrasser le plancher. Les marchands tabliers ont été déguerpis ce week-end. Ils se sont frottés à la police et aux agents municipaux. Retour sur les événements avec Ibrahima Kamara et Modou Diop. Les allées du centenaire de Dakar débarrassées de ses occupants habituels. Les marchands et tabliers se sont frottés aux forces de l'ordre samedi dernier. L'un d'eux accuse les volontaires de la mairie de l'avoir blessé. Je m'appelle Matar Diop. C'est les agents de la mairie qui l'ont agressé illégalement. Parce que ce n'est pas eux. On ne donne pas l'ordre de frapper les gens. C'est le rôle de la police.
on va porter plainte contre les gens de la mairie. Sous un autre jour, les tabliers reconnaissent l'occupation illégale dont ils faisaient l'objet. Mais il y a quelque chose qui est plus illégal que la rue. Ce qui est plus illégal que la rue, que ce pays, il n'y a pas de travail au Sénégal. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a rien que les jeunes peuvent faire à part le commerce. Certaines boutiques chinoises sont fermées, d'autres s'ouvrent timidement. La police et les volontaires de la mairie de Dakar veillent au grain. Le parti présidentiel toujours en proie à des querelles intestines. Cette fois-ci, c'est le responsable du parti à Koungheul qui monte au créneau. Ahmed Suzanne Camara est persuadé que des personnes mal intentionnées sèment la zizanie dans la localité. Et il vient d'accuser Hassan Diop, ancien ministre de la Santé sous le régime de Wade, aujourd'hui membre de l'APR, de faire partie des fauteurs de troubles. Je vous propose d'écouter Ahmed Suzanne Camara au micro d'Ibrahim Akan. Hassan Diop. C'est lui, en tout cas, qui a tout manigancé et qui a tout orchestré pour essayer de manipuler tout le monde, manipuler au plus haut même sommet de l'État, pour faire croire que voilà, tous les responsables sont là et qu'ils m'ont porté à la tête de la région. Il a essayé au niveau de sa localité, au niveau de Koungheul, dans la commune et au niveau du département. Ça n'a pas réussi. Et son seul but, c'est de contrôler une collectivité locale, soit la mairie de Koungheul ou bien le conseil départemental. Et aussi pour maintenant prétendre être ministre de la République. Parce qu'il a dit que le président lui aurait promis le poste de ministre de la Santé. Parce que Eva Marie Coll Seck doit retourner au niveau des instances internationales. Maintenant, ça, nous ne l'accepterons pas. Nous ne devons pas constituer ces escaliers pour maintenant rebondir sur nous. Et Hassan Diop, ça fait déjà 3 ou 4 mois. Ça ne fait même pas 4 mois qu'il a adhéré au parti. Et maintenant, il veut diriger tout le monde. Le focus du jour à présent, il nous intéresse au monde de la lutte avec la licence qui est la carte professionnelle du lutteur en activité. Il existe plusieurs types de licences, mais les principaux concernés s'accordent à dire que celle-ci est trop chère. Ibrahima Kamara et Younous Diatta. Cette pièce indispensable pour un lutteur professionnel nécessite des préalables. Le profil du lutteur apte à compétir est bien pris en compte par le CNG de lutte. Ce qui concerne la lutte avec frappe, il faut être âgé d'au moins 18 ans et au plus 45 ans, parce qu'on peut lutter jusqu'à cet âge-là. Donc quelqu'un qui a 44 ans, à la limite, il peut demander une licence. Alors il faut être donc de bonne moralité, il faut présenter... il faut avoir une carte d'identité, etc., 2 photos, et puis payer les frais d'établissement ou de renouvellement. C'est 10 000 francs pour la lutte avec frappe et 5 000 francs pour la lutte sans frappe. Seulement, cette délivrance de licence est conditionnée par un certificat d'aptitude médicale. Ce n'est plus le certificat de visite et contre-visite, mais c'est vraiment un certificat d'aptitude à la pratique de la lutte. Les lutteurs demandent la baisse du prix de la licence qui, à leurs yeux, coûte très cher. Tout ce qu'on souhaite, c'est la diminution du prix de la licence. Elle coûte très cher et ça n'arrange pas les lutteurs. La licence sert aussi d'assurance aux lutteurs en cas de blessure. Le Juan espagnol qui lutte ici, il a une licence des îles Canaries et d'Espagne, mais il a une licence avec le CNG aussi. Les promoteurs et les managers aussi disposent d'une licence chacun. Celle des promoteurs coûte 500 000 francs CFA. La licence la moins sollicitée est celle olympique. Et puis après un contentieux, il n'est pas rare d'assister, après un grand combat, il n'est pas rare d'assister à des contentieux entre les lutteurs et le comité national de gestion. À l'origine de ces mésententes, des sommes prélevées sur le reliquat des principaux acteurs, entendez par là les lutteurs, des sanctions qu'ils désapprouvent. Le CNG, lui, justifie ses actes par les textes qui le régissent. Aminata Mbaressa ou Modou Diop. Ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre auprès du comité national de gestion de la lutte qui parfois opère des prélèvements sur le reliquat. Ce lutteur de l'écurie Pikine Mbolo est une des victimes. Je me rappelle lors du combat Gris Bordeaux-Tyson, j'avais un combat. À l'époque, on m'a prélevé la moitié de mon reliquat pour un contrat de 50 000 francs. Vous imaginez ce qui est resté? Une somme minable.
Les ponctions sur le reliquat des lutteurs est régie par les textes du CNG. Le CNG a établi des textes que les lutteurs approuvent. C'est un contrat signé entre les parties prenantes. Des sanctions très souvent difficiles à supporter par le lutteur. On me sanctionne à chaque combat. Heureusement que je ne dépends pas des minables sommes que nous payent les promoteurs. Alors, si un lutteur ne respecte pas les termes du contrat, c'est évident qu'il sera sanctionné. Et cela va d'une ponction sur le reliquat à une suspension. La commission discipline et règlement du CNG veille sur certains agissements des lutteurs. Déplacement des lutteurs hors de l'arène, les retards, les insultes. Le taux prélevé varie selon la gravité de la faute. Après la ponction, l'argent est reversé dans les caisses du ministère des Sports, le CNG étant une entité de ce ministère. Cachet exorbitant, retrait des annonceurs, entre autres mots dont souffre l'arène sénégalaise. Promoteurs et lutteurs sont devenus businessmen avec, il faut le dire, le montage des combats. Mais le monde de la lutte semble avoir perdu de son éclat. Les affaires ne marcheraient plus comme avant et de nombreux protagonistes envisagent de quitter le milieu. Fatima Ba et Pape Khalil Ndiaye. Des cachets qui peuvent atteindre 100 millions de francs CFA pour d'aucuns, une situation qui fait de certains des businessmen. Seulement, promoteurs et lutteurs ne peuvent pas réussir sans sponsor. Le fait de monter un combat nécessite beaucoup de moyens. Et nous, à notre niveau, avant de monter des combats, chaque saison, on cible des combats. Lorsqu'on a ciblé des combats, on va aller discuter avec le lutteur, avancer des cachets, soit 10%, 20%, 50% des cachets. Et après avoir fixé tous nos combats, on va aller vers les sponsors, négocier avec eux, les proposer nos plateaux, les proposer nos combats. Il y a certains sponsors qui répondent, d'autres qui disent non. La lutte sénégalaise traverse des moments difficiles, surtout avec le retrait des sponsors, d'où l'intérêt pour les acteurs de poser le débat sur la raisonnabilité des cachets. Le système qu'on est en train de fonctionner ne peut plus perdurer, ne peut plus continuer. C'est un système qui est très dangereux. C'est le promoteur qui prend tous les risques. Tu donnes des avances, tu négocies un cachet de 100 millions et tu sais en âme et conscience que le reste, c'est le sponsor seul qui peut t'accompagner sur ça. Chaque année, les sponsors diminuent ce qu'ils te donnent. Il faut qu'actuellement, tout le monde ait un droit de regard sur les cachets de sponsoring, que ce soit le CNG qui est là, qui supervise tous les combats de lutte. Des solutions sont préconisées par ces jeunes promoteurs. La meilleure solution actuellement, il faut dispatcher les cachets, négocier un cachet qui est très normal et très raisonnable. On doit aller sur le système de pourcentage sur les cachets de sponsoring. C'est-à-dire que si j'ai 100 millions, tu as tant de pourcents. Si je n'ai rien aussi, tu n'auras rien. Ça, il y aura moins de risques. Les cachets exorbitants des lutteurs ne peuvent plus continuer, estiment certains promoteurs qui menacent même de se retirer de l'arène. L'actualité hors de chez nous, à présent, pour parler encore du virus Ebola à Monrovia au Libéria. Ce sont 5 personnes qui sont mortes de fièvre hémorragique suspectées d'avoir été provoquées par le virus Ebola sur 6 cas suspectés dans le nord du Libéria, près de la frontière avec la Guinée, d'où la maladie est partie. Le Premier ministre malaisien a annoncé ce lundi que le Boeing 777 s'était abîmé dans le sud de l'océan Indien, un mystère en partie résolu qui signe pour le gouvernement la fin critique de cette affaire. Aux États-Unis, un glissement de terrain survenu ce week-end dans l'État de Washington, c'est dans le nord-ouest, a fait 8 morts et 108 portés disparus. Le gigantesque glissement de terrain a englouti quelques 35 maisons sous la coulée de boue. Voilà pour l'actualité internationale, c'est parti pour le sport. Le sport avec du foot, 14e journée de Ligue 1. Olympique de Ngor est tenu en échec par Yego. Un but partout dans son stade. Les Sikapois ne réussissent pas aux Ngorois. Ces derniers étaient battus à l'aller. Compte rendu, cher Sadi Boutara, Hadi Atala. L'Olympique de Ngor n'y arrive toujours pas face à Yego. L'équipe ngoroise concède même un but dès la 10e minute par Pape Malik Sarr.
Une avance gardée par les Verts de Sicap pendant 20 minutes avant qu'Abdoulaye Sow égalise pour Ngor. Yego est malmené, son défenseur Wadji exclu à la 40e minute, mais le score ne change pas à la mi-temps. À la reprise, Ngor en supériorité numérique pousse, se procure de multiples occasions sans toutefois parvenir à scorer. Un but partout, score final. Les joueurs n'ont pas su respecter les consignes. On leur avait demandé de poser le jeu, n'est-ce pas, de jouer et de progresser par de courtes passes. Mais finalement, ils ont eu à suivre le rythme de Yego. C'est ce qui nous a valu en tout cas ce partage de points. Notre objectif de cette année, comme l'année dernière, c'était le maintien. Et on est dans cette, en tout cas dans cette position de maintien, donc il n'y a pas encore péril en la demeure. L'opération maintien continue pour Yego. L'équipe est sur une série de 2 matchs sans défaite. On s'attendait à un match très très difficile, c'est pour cela qu'on est venu chercher un bon résultat. Le bon Dieu nous a donné ce bon résultat. Parce que mes joueurs ils ont eu un manque de concentration, parce que si vous voyez l'action, eux ils ne pouvaient pas démarrer, d'autant plus qu'ils ont porté des chaussures sans crampons. Donc c'est à cause de ça que Ngor a égalisé. On est en train de travailler. Si vous voyez l'équipe de la première journée et maintenant l'équipe, ça progresse. Donc les jeunes sont en train de prendre confiance. Mais je pense qu'Inch'Allah, on va se sauver. Olympique de Ngor reste dans le ventre mou du classement après ce nul. Il totalise 17 points à 9 longueurs de Yego, la lanterne rouge. Et nous restons dans cette 14e journée de Ligue 1 avec un match nul entre la Sunéor et le Casasport à Eliman Fall. Alors, match comptant pour la 14e journée, comme tu viens de le dire, Léa, compte rendu Mohamed Diop. Comble pour cette affiche de la 14e journée du championnat à Eliman El Fall. Et c'est la Sunéor qui a très tôt pris le match par le bon bout avec l'ouverture du score à la 35e minute au plus fort de la domination du Casasport. Un but à 0, un score sauvegardé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, le Casasport remet les pendules à l'heure à la 47e minute de jeu par Lamine Fane. Le match est plaisant, les occasions se multiplient de part et d'autre, mais plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire. Moi, je préfère rencontrer une équipe qui vient d'une victoire qu'une équipe qui vient d'une défaite. Quand la Sunéor a engrangé 2 victoires, j'ai dit « Ah, c'est très bien, c'est extraordinaire ». Les gosses vont être dans un nuage, ils vont être moins concentrés. Vous avez vu en premier quart d'heure, on les a surpris 2 fois, ils devaient partir avec 3 buts en première période. Mais on a été maladroit. Chaque fois, c'est comme ça. C'est le problème des Sénégalais. Une fois 2 victoires, ils disent que c'est terminé. Aujourd'hui, le Casa nous a posé pas mal de problèmes. Nous nous étions dit que c'est une équipe qui venait de faire 120 minutes. Il faut dès le départ du match les acculer, essayer de jouer sur, d'effriter un tout petit peu leur fraîcheur. En tout cas, en fin de première période, nous avions presque réussi parce qu'on menait 1-0. Là, dans le vestiaire, j'ai dit aux joueurs qu'il fallait gérer la réaction du Casasport. Parce que dès le coup d'envoi, ils vont se ruer vers nous et essayer d'égaliser. Mais ces 5 premières minutes qui nous ont été fatales, parce que sur un manque de vigilance de la défense centrale, alors le gosse s'est bien démarqué et il a marqué le but. Le nombreux public du stade Eliman El Fall de Diourbel peut rentrer satisfait. C'est un match nul plaisant, mais une mauvaise opération à domicile pour la Sunéor. C'est la fin de cette édition. C'était un plaisir pour nous de vous la présenter. Le 0h sera assuré par Chertidiane Diao. À 20h45, vous aurez votre magazine hebdomadaire sportif Sport à la Une avec Mam Fatundoy. Et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. À demain.